Bonsoir et bonjour à ceux qui arriveront également en replay. Ce soir, on se retrouve pour le live sur la résistance, la désobéissance par rapport aux expériences 1000 grammes et à l'expérience également Philippe Zimbardo. On va voir ça de suite. Je vous ai préparé un PowerPoint pour imager ça. Alors, on est parti. Donc bonsoir à ceux qui sont là. Rapidement, je vais vous saluer tout de même. Donc La Fleur, j'ai vu Atala Savant, Fred, Sandre, Ozaël. Salut Féno, comment ça va? Ça va super bien et vous? À la désobéissance, ça me connaît pour le coup. J'ai eu beaucoup de pratiques. Si jamais tu veux faire monter. Alors Ozaël, là je vais faire le PowerPoint avec ce que je vais exprimer de façon très rapide. Comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir visionner ce contenu. Et après, on va voir pour lancer un live chez toi ou chez moi pour continuer la suite du débat. La partie 2 après la présentation. Bonsoir Sainte-Lucie, Virginie, Juju, oui, et tous ceux qui arrivent entre-temps. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. À partir de maintenant, il faut comprendre qu'il faut la fin du consentement. La résistance et la désobéissance est un devoir, est un droit. La fin du consentement envers ces corps politiques, médiatiques, élitistes, scientifiques, eugénistes, technologiques qui sont corrompus. D'accord? Donc je vais vous passer l'expérience milligramme synthétisée très rapidement et après je vais vous inviter à la fin du live, à la fin de ce replay pour ceux qui regardent en replay, d'aller consulter certains contenus par rapport à ça. Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. 2 sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions, le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. Les cris étaient enregistrés. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Incorrect. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, please. Donc l'autorité qui donne l'ordre, c'est tout simplement la personne qui applique, c'est le consentement qu'elle a offert. Le consentement à cette autorité à faire des atrocités. Donc cette expérience de Milgram, il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle-ci en 1971. Ensuite, il y a eu une autre expérience qui a été faite, pareil. Donc là, je vous inviterai à aller sur la chaîne 73 Piwi 73 et inscrire donc l'expérience de Milgram. Le documentaire dure 1h10 et plus récemment, en 2009, sur France Télévisions, sur France 2, il y a eu cette émission qui était en fait l'expérience Milgram reproduite mais de façon différente avec un public télévisé. Donc là, par rapport à cette expérience de 1000 grammes reproduit, ça peut aussi changer. C'est-à-dire que je trouve ça plus sérieux dans la pièce avec les scientifiques à côté que sur un plateau de télé. Même si dans ce reportage, vous allez voir que déjà actuellement, il y a des actes de torture, il y a pas encore les morts en direct, mais c'est pas loin. Ça viendra bientôt dans ces dérives. Et donc, je vous invite à aller voir la chaîne Soumission de Emma Crucy, Soumission à l'autorité médiatique. Et en fait, ça reprend le documentaire de France 2, qui a été produit en 2009. Il y a également l'expérience Philippe Zimbardo. Donc cette expérience, en effet, a été faussée, mais en aucun cas, les résultats
changerait si ça n'avait pas été faussé. C'est-à-dire que dedans, on va voir, donc je vous inviterai à regarder les vidéos, à regarder les documentaires sur cette expérience de Stanford sur la prison. Et on nous dit donc dans cet article, vous avez aussi trouvé une quinzaine de participants. Que vous ont-ils appris? Les entretiens m'ont confirmé que les gardiens jouaient un rôle. Ils n'étaient pas spontanément violents, comme le dira Zimbardo. Il leur demandait de jouer une pièce de théâtre, il leur faisait croire qu'ils étaient des expérimentateurs comme lui, et plus mou était recadré. Si tu n'es pas assez dur, tu vas faire échouer l'expérience, et on ne pourra pas aller devant les médias dénoncer les prisons. Les gardiens savaient donc très clairement quel rôle ils devaient tenir pour bien faire. Et pourtant, malgré ces différentes pressions, seul un tiers d'entre eux se sont montrés agressifs. Il faut savoir une chose, donc je vais continuer à lire après, c'est que même si ça a été truqué, même s'ils ont été poussés à faire des actions en mode pièce de théâtre, mais c'est-à-dire à faire des actions quand même à humilier leur prochain, c'est encore une fois l'expérience de Milgram qui est jouée dedans, c'est-à-dire la soumission à l'autorité. Pour que l'expérience fonctionne, pour pouvoir la dénoncer, il faut aller jusqu'au bout, entrer dans l'excès. Tous n'ont pas accepté, mais certains sont rentrés dans l'excès. C'est exactement pareil pour l'expérience de Milgram. Pour aller au bout de l'expérience, ou aller au bout, comme en 2009 sur France Télévisions pour gagner la fortune, pour aller au bout, il faut lui infliger la torture. Sinon, vous mettez en péril l'émission. Et c'est exactement pareil dans la société. Pour l'acceptation et le consentement, c'est ne mettez pas en péril la société, justement, appliquez les ordres qui vous sont donnés. Continuons. De leur côté, certains détenus dépressifs ont été incités à jouer un rôle. Les archives prouvent qu'on leur avait dit qu'ils ne pourraient en aucun cas arrêter l'expérience avant la fin, sauf à tomber malade ou à faire une dépression. Au moins l'un d'eux l'a fait pour sortir de là. L'expérience de Stanford a créé un entre-deux à mi-chemin entre réalité et fiction. Il n'y a pas eu d'expérience de Stanford, il y a eu une simulation, une démonstration. Mais même si c'est une simulation, une démonstration, ça montre très clairement comment l'ordre venant d'en haut, avec des blouses blanches, avec des costards, etc., peut faire accepter l'inacceptable. Pour aller au bout d'une expérience, pour aller au bout d'une émission, pour aller au bout et ne pas mettre en péril une société. En jeu, il y a aussi les finances que l'armée allouait massivement à l'université pendant la guerre froide. Et vous allez comprendre pourquoi cette expérience n'est pas si fausse que ça, dans ce qui a été présenté. Dans les années 1950-1960, avec la guerre de Corée, le choc de Spoutnik et la peur nucléaire, l'armée américaine a bénéficié de financements gigantesques. Elle a arrosé universités et départements de psychologie en particulier. Elle en a besoin. La Seconde Guerre mondiale a laissé un contingent d'anciens combattants traumatisés que l'on voulait réintégrer à la société. L'armée espère aussi que la psychologie permettra le développement des armes de propagande, de favoriser la discipline des jeunes recrues. Même si les fonds commencent à se tarir dans les années 1970 et malgré ses déclarations pacifistes, Zimbardo a financé son expérience avec l'argent de la marine américaine qui en utilisera abondamment les enseignements. Donc cette expérience a quand même amené la possibilité de comprendre comment conditionner, comment obtenir un consentement et comment forcer à faire des actions à des individus, à des êtres vivants, à des êtres humains. La réflexion. La conscience, face aux ordres, à l'autorité, ont-elles émergé entre-temps de ces expériences et de l'histoire en général? L'esclavagisme, ou encore la Seconde Guerre mondiale, les programmes eugénistes, et je pourrais en passer d'autres exemples. On peut comprendre que la réponse est non. Non. À la différence de ces expériences et de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? Dans ces expériences de Milgram et dans l'expérience de Stanford, c'est que la victime est à proximité de son bourreau et que le bourreau agit sur ordre et ne sera pas condamné parce qu'il y a une autorité qui prend en charge les risques et les dérives. Mais également, le bourreau sait ce qu'il inflige à sa victime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les outils de propagande, avec les outils de lavage de cerveau, plus ceux qui ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, ils n'avaient pas la même possibilité de comprendre ce qu'ils infligeaient à leurs victimes. Ils n'avaient pas la possibilité de comprendre forcément qu'ils étaient bourreaux. Je ne parle pas de tous. Le maillon final de la chaîne, lui, savait ce qu'il faisait, parce qu'il était idéologiquement ancré dans ces horreurs.
L'esclavagisme, c'est la compréhension de ce qui s'est passé. Comment des êtres humains ont pu mettre d'autres êtres humains en esclavage. Comment ils ont pu en faire du commerce. Tout ça parce qu'ils ont obtenu le pouvoir sur d'autres êtres humains. Comme dans l'expérience de Stanford, même si elle est tronquée. Ou comme dans l'expérience de Milgram, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des prisonniers, mais ils n'étaient pas jugés. Ils pouvaient faire des esclaves, ils n'étaient pas jugés. Donc ils étaient lavés, débarrassés d'être condamnables. Ensuite, il faut comprendre une chose aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les uniformes, comme pour la Première Guerre mondiale. Les uniformes mènent à une appartenance à un certain groupe. Et une fois que tu appartiens à cette foule, que tu appartiens à ce groupe, il est très difficile d'en sortir. Comme des personnes qui ont rejoint des corps politiques. Ils y sont accrochés, adeptes, même s'ils ne partagent pas tout les pensées, tout ce qui est mis en place. Mais ils restent, parce qu'ils ont obtenu ce logo, parce qu'ils ont obtenu ce symbole de ce parti. Et donc ils restent ancrés dans ce système. Comment autant d'hommes armés, comment autant de médecins, comment toute une population a pu accepter le nazisme et avec tous ces programmes qui ont suivi derrière et toutes ces atrocités. On va essayer de le comprendre. L'action T4, vous en avez certainement déjà entendu parler. Après la Seconde Guerre mondiale, elle accompagne l'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux par le régime nazi de 1939 à 1941 qui a fait de 70 000 à 80 000 victimes. Ils ont fait en sorte que des parents viennent déposer leurs enfants handicapés pour les euthanasier ou, dans un premier temps, pour les stériliser. On va voir un peu là ce qui est inscrit. Fondé sur un terreau idéologique fertile prônant une politique eugéniste active, encore l'eugénisme, à travers ses programmes, antérieurs au nazisme, mais exacerbé par celui-ci, favorisé par une intense campagne de propagande en faveur de la stérilisation et de l'euthanasie des handicapés. Elle est le fruit d'une décision personnelle d'Adolf Hitler. Celui-ci en confie l'exécution à la chancelière du Führer, dirigée par Philipp Buhler. Mise en œuvre par des médecins nazis convaincus par les thèses du régime et du personnel issu de la SS. Elle se traduit par des mises à mort à grande échelle au moyen de chambres à gaz, spécialement construites à cet effet dans 6 centres dédiés à ces opérations. Bien que des efforts soient déployés pour garder l'opération secrète, celle-ci devient de plus en plus connue au fil des mois, ce qui suscite des protestations qui contribuent à son arrêt officiel. L'objectif exterminateur que les nazis s'étaient fixé ayant de toute manière été atteint. Même si l'action T4 cessa officiellement en août 1941, l'extermination des handicapés se poursuivit tout au long de la Seconde Guerre mondiale, et une partie de ces exécutants participa à la destruction des Juifs d'Europe, mais pas que des Tziganes et des Noirs. Depuis l'ère industrielle, on a appris à l'homme à être le maillon de la chaîne sans chercher à comprendre qui contrôle et dans quel but. Que produit-il? Son consentement? Vers quoi ça le mène? Les programmes proposés, vers quoi ça nous mène? Arrêtez de voir l'instant T, le moment présent. Essayez de comprendre ce vers quoi on se dirige. Sinon, on ne s'en sortira jamais, on reproduira toujours les mêmes erreurs, comme une boucle infernale jusqu'à la fin du mal. Donc à l'ère industrielle, on a ces usines, mais on a d'autres entreprises qui fonctionnent pareil. Chacun assemble une pièce du puzzle ou une pièce de l'objet final. Il y a un début de chaîne et une fin de chaîne. La fin de chaîne voit ce produit final créé. Donc voit que toutes les petites mains d'avant ont emmené à ce produit final, ont amené à ce programme. C'est exactement la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'esclavagisme et pendant toutes ces atrocités. Bah, la différence, c'est que l'esclavagisme, c'était comme l'expérience de Milgram et comme l'expérience de Stanford. Les bourreaux avaient leurs victimes devant eux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains bourreaux n'avaient pas les victimes devant eux à la finalité de l'action. Comprenez ça. Donc là, ce qui s'est passé avec cette ère industrielle, c'est qu'on a eu, comme je vous expliquais juste avant, les débuts de chaîne et les fins de chaîne. Les premiers de cordée et les derniers de cordée. D'accord? Et les premiers de cordée, ceux qui sont finalement au bout de chaîne, en train de tout assembler, assemblent machinalement comme des robots. Ils exécutent l'ordre donné par l'autorité. Et ceux en bout de chaîne sont ceux qui savent quel produit est conçu, quel programme est mis en place.
Et les bouts de chaîne, si on devait imager ça par rapport à l'humanité, par rapport à ce qui s'est passé, les bouts de chaîne, c'est toujours cette élite. Cette élite qui a emmené les premiers de cette chaîne à faire des actions avec leur consentement, soumis à leur autorité, pour emmener à leur dessein final. D'accord? On peut le voir, je vous ai imagé un peu. Et aujourd'hui, ça fonctionne exactement pareil. On peut prendre la conception d'un ordinateur, de smartphone, de ce que vous voulez. Vous avez toujours les débuts de chaîne et les fins de chaîne qui savent le produit final, à quoi il ressemble et à quoi il va le servir. Et il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont, par l'individualisation, ils ont un pouvoir sur chacun. Mais par la foule, ils ont un pouvoir encore plus grand. L'individualisation, c'est isoler quelqu'un, c'est le mettre chez lui devant son PC, à communiquer seul. C'est des discours politiques qui s'adressent à une foule, mais qui s'adressent individuellement aussi, par les discours. La seule chose d'individuel qui est bien et qui peut nous emmener à l'émancipation de ce système, c'est la lecture. Parce que la lecture, chacun va l'interpréter à sa façon. D'accord? L'échange est important, le social est important. Mais la foule est dangereuse aussi. Et ça, faut le comprendre. Et c'est pour ça que je vous invite à lire le livre Gustave Le Bon, Psychologie des foules. C'est actuellement ce qui est en train d'être créé. Ce livre qui a été écrit en 1895 a très bien montré en avant-première ce qui est arrivé en 1939 et même plus précisément en 1933 à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est qu'il a réussi à former des foules. Bien entendu, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il y a peut-être des modifications dans cette histoire. Mais les atrocités, elles, sont exactes. Ceux qui en doutent encore, ceux qui disent les vainqueurs écrivent l'histoire, les atrocités qui ont été décrites n'existent pas, vous n'avez pas les yeux ouverts sur le monde d'aujourd'hui. Vous ne comprenez pas l'eugénisme. Vous ne comprenez pas ces fiches perforées Ulleris qu'ont recensé les citoyens, qui ont emmené la sécurité sociale en France par René Carmille. Et ces foules créées sont beaucoup plus dangereuses. Parce que dans ces foules créées, lorsqu'il y a un individu qui se pose une question, lorsqu'il y a un individu qui essaye de s'en sortir, tous les autres sont collaborateurs et tous les autres forment une machine infernale pour le broyer jusqu'à ce qu'il revienne dans les rangs. Le Covid-19 est très bien expliqué, nous amène très bien à cette compréhension. Port du masque obligatoire. Puis après, ce sera la vaccination, emmenant un dossier médical partagé. Port du masque obligatoire. Peut-être que bientôt dans les masques, il y aura l'obligation d'avoir ces étiquettes RFID pour savoir si vous le changez bien ou si vous le lavez bien. Dossier médical partagé. Mais tout ça, ça nous emmène à quoi? Ça nous emmène à cette identité numérique. Comme je vous expliquais, les fiches perforées Ulleris, qui sont à gauche, Rasenmatt, qui sont des fiches de la Déomag, Ulleris devenu IBM, qui a pu récupérer et son argent et ses machines à la fin de la guerre. Aujourd'hui, le système est exactement le même. On crée une identité numérique pour savoir bientôt ficher tout ce que vous pensez, mais pas que. Réputation, ce que l'on dit sur moi, expression, ce que je dis. Réseau, qui je connais, qui je côtoie. Certification, qui peut certifier de mon identité. Publication, ce que je partage. Achat, ce que j'achète. Opinion, ce que je pense. Savoir, ce que je sais. Les hobbies, ce que j'aime. Ou inversement, ce que j'aime pas. Coordonnées, comment on peut me trouver, où me joindre, à quel moment je me balade. Est-ce que j'ai souvent le même parcours pour aller au travail, pour aller me balader en ville le week-end, pour faire des activités. L'avatar, comment je me montre. Et la profession, dans quel corps de métier je travaille. Est-ce que je suis bien réputé dans ce travail? Est-ce que je gère bien mon compte en banque? Et vous voyez, ça peut aller encore plus loin, cette identité numérique. Et pour séparer tout ça, et remettre en contexte également ces nazis qui agissent aujourd'hui sur nous, c'est qu'on nous dit, donc en Allemagne, les anti-masques attirent de plus en plus l'extrême droite. Ça a été discuté sur tous les plateaux télévisés et dans tous les journaux. On nous dit la démonstration de force de néo-nazis à l'issue d'une manifestation anti-masque à Berlin samedi laisse entrevoir un mouvement qui, malgré une vitrine apolitique, semble poreux aux idées d'extrême droite. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit mouvement penser différemment 711. Mais la plupart des commentateurs politiques y ont vu la preuve de la proximité idéologique entre l'extrême droite et ses manifestants contestant la politique sanitaire du gouvernement pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. La droite radicale a marqué le mouvement de son empreinte, a assuré Simon Teneux, le politologue et spécialiste de la mobilisation politique en Europe. Ces manifestants
avait pourtant réussi jusqu'à présent à échapper à toute étiquette politique. Le grand défilé du 1er août avait été décrit par les médias comme un rassemblement mêlant des familles traditionnelles, des illuminés des théories du complot, des opposants politiques à la chancelière Angela Merkel et des éléments d'extrême droite. Pour comprendre le cheminement idéologique de cette contestation, il faut revenir à ses débuts à Stuttgart, au printemps. C'est là qu'une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel d'un ingénieur en informatique local de 45 ans, Michael Barweg, à manifester le 18 avril contre des mesures de distanciation sociale jugées attentatoires à la liberté individuelle. Semaine après semaine, le mouvement se propage dans tout le pays. Michael Barweg, devenu pour les médias allemands l'un des principaux porte-parole des anti-masques, fonde alors le Kanderken 711, mouvement de pensée différent. 711 correspondant à l'indicatif téléphonique de Stuttgart. Il présente son initiative comme apolitique et répète d'une manifestation à l'autre qu'il ne veut pas défiler aux côtés de militants extrémistes. Lui-même ne manque pas de souligner à l'occasion des rares entretiens accordés à la presse qu'il n'a jamais été politiquement actif par le passé. Mais son nouveau rôle de grand organisateur de la contestation contre les mesures anti-Covid allemandes l'amène rapidement à entrer en contact avec des personnalités à la réputation politique sulfureuse. Donc si tu ne rentres pas dans leur dictature de la pensée universelle, tu es à part et tu es une personne dangereuse. Mais ces personnes, ces médias qui dénoncent soi-disant c'est les nazis, alors il se peut qu'il y en ait, hein, je dis pas que ça n'existe pas, mais en gros que l'opposition finalement c'est des nazis. Et puis de l'autre côté, les citoyens gilets jaunes dénonçant les policiers comme des nazis. Mais sous Hitler et sous Macron, quelle différence? Sous Hitler, des Hotzwets laissés passer. Sous Macron, des attestations de déplacement dérogatoires. Sous Hitler, des propagandes et des mensonges d'État. Sous Macron, des propagandes et des mensonges d'État. Port du masque non obligatoire. Port du masque obligatoire. Ensuite, maintenant, on parle de la 5G, d'imposer la 5G, on va y venir après un petit peu. Cette psychologie des foules est jouée aussi, en montant des oppositions contrôlées, que ce soit les Gilets jaunes, mais que ce soit toute autre manifestation, avec leur corps politique, la France insoumise, le Rassemblement national, et d'autres, les Républicains, etc. Tout est organisé dans une pièce de théâtre. Et cette psychologie des foules pourra emmener la France, la nation et le monde à leur perdition. Parce qu'encore une fois, c'est une soumission à l'autorité. 2. On veut désobéir à ces règles qu'on n'accepte pas, qu'on n'a pas approuvées, mais on doit obéir à d'autres lois, d'autres règles. C'est d'aller manifester dans la rue, c'est tout, avec des pancartes, et ça s'arrête là le soir où on rentre chez nous. Ces propagandes et ces mensonges d'État, mais aussi cette répression. Cette répression, c'est quoi? Aujourd'hui, on a vu certains manifestants, juste le fait d'avoir un tract dans la poche, prennent des amendes. Juste le fait de porter un gilet jaune porte des amendes. C'est une discrimination, tout ça. La liberté de penser a été annihilée, j'ai l'impression. Et sous Hitler, on a cette opération T4, qui est donc l'euthanasie qu'on a vue avant. Sous Macron, on a eu le Rivotril pour euthanasier nos anciens, mais couvert par certains médecins disant non, c'est pas une euthanasie. Et l'IMG autorisé, l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois. C'est pas une euthanasie, ça, d'un être vivant? On ne parle plus de l'interruption volontaire de grossesse au niveau de l'état embryonnaire, que je trouve scandaleux à titre individuel. Mais là, on parle des féticides et des infanticides. C'est un level encore au-dessus. Et une nation qui accepte de tuer ses enfants, qui accepte de tuer ses anciens, n'est pas digne d'être une nation. Le fichage des juifs, des tziganes, des noirs avec les machines de l'heure IBM qu'on a vu avant. Et aujourd'hui, on fiche les citoyens. À un moment donné, les gilets jaunes qui allaient justement dans ces hôpitaux, on voulait les ficher. La surveillance de masse contre soi-disant le terrorisme, qui a amené à quasiment aucune interpellation, à surveiller toute la population pour quelques individus. Ces changements s'opèrent dans toute la société. L'eugénisme, le scientisme, aujourd'hui on le vit. L'eugénisme, le scientisme, sous la loi de la bioéthique, bientôt la marchandisation de l'être vivant sera autorisée. La marchandisation de l'être humain sera autorisée, parce que la marchandisation de l'être vivant est déjà autorisée par la marchandisation des animaux. Et ça, enfin, on a fait abstraction. Je ne parle pas du fait d'acheter de la viande, d'en consommer, d'aller dans les restos. Ça, c'est différent. Mais la marchandisation de l'être vivant du côté animal, c'est ces commerces de j'achète des chiens de pure race, etc. Et l'eugénisme et le scientisme, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ça a son paroxysme. C'est bien au-delà de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. PMA, bientôt GPA, fécondation de vie 3 à 3 par an, chimère, homme-animal. Est-ce que vous imaginez dans quelle société on arrive? Et cette délation collaboration, sous Macron, c'est exactement la même chose. Délation, collaboration et même appel au meurtre. On a vu cette vidéo où les riches, partagée par la police sur Twitter, du moins
une organisation de police sur Twitter, où on entend les bourgeois appeler certains bourgeois, parce qu'ils sont pas tous comme ça, appeler au meurtre, aller les tuer. On est en train de voir qu'en France, ils veulent réautoriser la peine de mort. Mais la peine de mort va commencer sur les criminels. Et puis après, ça va aller sur les opposants politiques. Et puis, d'ici quelques années, sur ceux qui n'auront pas accepté d'entrer dans ce système. Et au nom de quoi ça sera appliqué? Au nom de l'autorité. Et les gens l'accepteront parce qu'ils auront donné leur consentement et ne voudront pas mettre en péril leur société. Et par les propagandes, ils penseront que leurs prochains sont dangereux. Leurs prochains, ceux qui pensent différemment, mettent en péril la société. Voilà dans quel système on arrive. J'espère bien m'exprimer. Là, on voit le déploiement de la 5G. La vraie raison de la précipitation est économique, dénonce Ronan Dantec, mais elle n'est pas qu'économique. Elle est aussi sur le terme de la santé. Pourquoi vouloir d'un coup déclencher le plan 5G? Si ce n'est pour affaiblir le système immunitaire. Ils voient que les chiffres du coronavirus sont en train de chuter. Donc leur propagande ne peut pas durer très longtemps sur un virus invisible, les gens en paniquant de l'environnement extérieur parce qu'ils sont rentrés dans un sectarisme à cause de ce gouvernement qui au début disait on ne joue pas sur la psychose et puis après on va inquiéter les gens. On va leur dire lavez-vous les mains, port du masque obligatoire dans les lieux clos mais même dans la rue maintenant. Comme ça c'est ancré jusqu'aux enfants. Ces enfants porteurs asymptomatiques, ça veut dire qu'ils peuvent avoir le virus mais leur système immunitaire l'a combattu. En effet, ils peuvent peut-être le transmettre mais ces enfants-là en question, on les traumatise psychologiquement pour que lorsque le vaccin sera proposé, il soit accepté par les enfants, par les parents, et ils sont en train de parler, je ne ai pas mis le passage, mais il faudrait que je le trouve, d'un médecin qui fait que d'intervenir sur les plateaux, qui ne connaît rien au sujet, qui est financé par Gilead entre autres, c'est-à-dire qui est financé par ces cartels pharmaceutiques, qui dit on devrait vacciner en premier non pas les enfants, non pas les adultes, mais les anciens, ceux qui ont plus de 80 ans, parce que même si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, ils arrivent en fin de vie. Voilà dans quel système on arrive. Et ça s'est passé sur LCI. Et qui s'est levé contre ces gens-là? Qui se lève contre cet eugénisme, contre cette surveillance? Ah non, les gens préfèrent se lever contre ce qui se passe au niveau de l'environnement. Mais encore une fois, ils savent se lever au niveau de l'environnement pour dire quelle planète on va laisser à nos enfants demain, sans penser à déjà que faisons-nous pour protéger nos enfants aujourd'hui, face à ces criminels, face à ces actes, face à cette éducation qui amène à la perdition, LGBT, lobby, non-genré. Donc j'appelle l'humanité à se réveiller. Voilà ce qui est dit sur la 5G. De nombreux pays dans le monde se sont lancés dans une course pour installer la 5G, mais alors du déploiement de cette 5e génération de technologies mobiles, de plus en plus de gouvernements nationaux lui donnent un coup de frein, quand nous, Macron, veut le mettre en avant. Les effets potentiels du rayonnement électromagnétique sur le corps humain alimentent inquiétude, font émerger de fausses informations et divisent la communauté scientifique. Nous n'avons aucune preuve scientifique reproductible qui montrerait que les technologies de communication sans fil, comme la 5G, auraient un impact négatif sur la santé, assure notamment Jaffer Kesvari, président du Comité international de sécurité électromagnétique. Mais en Suisse, le biologiste Daniel Favre n'est pas de cet avis. Depuis des dizaines d'années, il y a des preuves irréfutables que les ondes électromagnétiques ont une influence tant au niveau thermique que non thermique sur les êtres vivants, dont l'homme, assure-t-il. On a également KLA TV que je vous invite à rejoindre sur YouTube. Ces personnes-là, donc, c'est-à-dire cet organisme d'information, a partager ces informations dont on est déjà au courant que les téléphones mobiles avec les ondes créent des cancers, mais pas que, de plus en plus impactent le système immunitaire des gens. Et si on veut passer à la 5G, on nous parle même de la 6G pour faire accepter plus facilement la 5G, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les taux de fréquences qui vont être dans l'environnement, le taux de ce nombre d'antennes relais va augmenter exponentiellement, va jouer sur la santé, va dégrader le système immunitaire, va faire plus de malades. Et encore une fois, cartel pharmaceutique et loi liberticide pourront être appliquées. Coup de frein sur le déploiement en Suisse. La Suisse a été l'une des premières nations en Europe à déployer cette technologie avec plus de 2000 antennes relais, installées l'an dernier pour le réseau de la 5G standard. Mais sa mise en place effective prend du retard. Plusieurs cantons ont instauré un moratoire par crainte de potentielles conséquences sanitaires du rayonnement électromagnétique. Et nous, on nous dit de nous calmer. Mais ce n'est pas que ça. Ce programme en question, et là je parle à titre individuel, une analyse pas encore sourcée, mais je vais travailler dessus. Je pense que ces antennes relais qui seront rapprochées de plus en plus, c'est-à-dire dans des rayons de moins de 200 mètres pour émettre plus de puissance, pour émettre qu'à des appareils, c'est également l'accélération de ces objets connectés dans les maisons, de ces villes connectées au Internet, de tout l'urbanisme connecté à Internet et aussi des entreprises automatisant et robotisant leurs employés.
C'est-à-dire que les employés vont disparaître pour une robotisation, automatisation. Des caissières remplacées par ces caisses automatiques ou ces bras articulés qui prendront les objets, donc ce que vous achetez en produit, pour les passer et et voilà. Ensuite, également, pour généraliser la réservation par application dans les restaurants, dans les cinémas, dans tout ça, vous ne pourrez plus aller librement, circuler librement sans avoir cette identité numérique. Et je pense, et comme je disais, je travaille dessus, que c'est également lié au MK Ultra. Le MK Ultra, ça a été différentes expériences menées dans ce programme, puis avec des sous-programmes également. Utilisation de drogue, LSD, utilisation de placebo, essayant de créer aussi des nocebo, utilisation de chocs électriques pour voir comment réagit le cerveau, également utilisation de diverses technologies, mais surtout sur les chocs électriques, c'est très important, sur l'électromagnétique. Ces antennes relais peuvent-elles jouer sur le comportement de certains individus? Pas de tous les individus qui ne seront pas tous réceptifs à ces fréquences, à ces mauvaises ondes, mais peuvent-elles jouer sur le comportement? Je ne parle pas d'induire des pensées, je ne parle pas d'induire des paroles dans le cerveau, je parle seulement d'agir sur les comportements, d'agir sur la santé, créer des nausées, créer de l'énervement, créer de la haine, c'est-à-dire comment créer de la haine en augmentant la chaleur, en augmentant les mots, en rendant fou. Vous savez, quand je peux prendre l'exemple, une rage de dents. Quand vous avez une rage de dents, vous devenez fou. Si vous n'êtes pas soigné dans la semaine qui suit, vous tapez sur les murs, vous tapez la tête. Vous comprenez? Vous devenez dingue. Et là, c'est exactement la même chose avec ces technologies. Et donc, pour terminer, voilà ce que disait Gustave Le Bon. Donc là, ce soir, il y a 2 livres que je vous invite à lire. C'est Gustave Le Bon, Gustave Le Bon, excusez-moi, Psychologie des foules, la psychologie des foules, et également celui de Noam Chomsky, Fabriquer un consentement. Donc Gustave Le Bon nous dit: connaître l'art d'impressionner les foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Et aujourd'hui, la désobéissance sur ce qui est immoral et ce qui est devenu une banale normalité, tout ce qui était mauvais est devenu banal. On doit se lever, on doit faire front. On ne parle pas de politiquement correct, parce que le politiquement correct amène à son consentement. Notre consentement, nous ne devons pas le donner comme ça. Le consentement de porter un masque, alors qu'on a des études, certaines qui disent que c'est bien, et d'autres qui démontrent en disant le taux de CO2 augmente, la respiration, la fréquence cardiaque augmente. À long terme, c'est mauvais. Les antennes relais, c'est pareil. Au niveau de l'eau, c'est pareil. Le fluor, le taux d'aluminium trop élevé. Les OGM, la pollution. Et nous donnons toujours notre consentement pour toujours plus de surveillance, toujours plus d'autoritarisme sur la population, sur les êtres vivants, qui acceptent parce qu'ils sont que des maillons dans ce système. Ils sont que des maillons de la chaîne. Mais celui qui tient la chaîne, celui qui tient cette usine mondiale, ce sont les élites, ce sont les corporations, ce sont les organisations. Donc réveillez-vous. Je vous invite à partager ce live et à aller voir les 2 vidéos que je vous invite à voir. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être passé et on va certainement se retrouver chez Osawell pour la suite pour en débattre un peu plus. C'était une présentation globale et j'espère m'être bien exprimé et je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui viendront pas et une bonne journée également à ceux qui me regardent en replay. Bye, c'était Phénotics Evolution.